Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours dédiée à la réduction des matrices carrées. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de valeurs propres et de vecteurs propres d'une matrice. Commençons tout d'abord par comprendre en quoi l'étude des valeurs propres et des vecteurs propres va être quelque chose d'utile pour le calcul matriciel. Vous savez qu'un grand nombre de situations nécessitent la manipulation de matrices carrées. Par exemple, la résolution de systèmes différentiels ou le calcul des termes d'une suite récurrente en analyse, l'étude de chaînes de Markov en probabilité, etc. Vous savez également que le plus souvent les calculs sont assez fastidieux, mais que quand les matrices considérées sont diagonales, les calculs sont le plus souvent extrêmement simples. Par conséquent, il est intéressant de se demander dans quelle mesure il va être possible de simplifier les calculs pour une matrice quelconque en se ramenant le plus possible à des matrices diagonales. Ainsi, on peut remarquer que lorsqu'une matrice carrée M est semblable à une matrice diagonale D, c'est-à-dire lorsqu'il existe une matrice P inversible telle que M soit égale à P d P-1, résoudre l'équation Mx égale Y d'inconnu X dans Mn1 de R équivaut à résoudre l'équation dP-1X égale P-1Y d'inconnu P-1X. Ce qui revient à résoudre une équation de la forme dx' égale y', et puisque la matrice D est diagonale, la résolution de ce système est immédiate. On peut également montrer par récurrence que m puissance k est égal à p d puissance k p-1, ce qui permet de calculer m puissance k rapidement, puisque quand D est une matrice diagonale, les puissances de D sont immédiates. Ça va être tout l'intérêt de ce chapitre, dont les notions à étudier nous permettront d'une part de déterminer des conditions pour qu'effectivement une matrice carrée M puisse s'écrire sous la forme P, D, P-1 où D est une matrice diagonale, mais surtout également, lorsque cela est possible, de déterminer effectivement de telles matrices D et P. Donc pour cela, rentrons dans le vif du sujet et commençons par introduire la notion de valeur propre et de vecteur propre d'une matrice carrée. On considère pour cela une matrice M carré d'ordre n et lambda un réel. On dira que lambda est valeur propre de M s'il existe un vecteur x non nul tel que mx soit égal à lambda x. J'insiste sur le fait que le vecteur x doit être non nul puisque, évidemment, si x égale 0, l'égalité m fois 0 égale lambda fois 0 est valable quel que soit le réel lambda et la notion de valeur propre n'aurait pas vraiment d'intérêt. L'ensemble des valeurs propres d'une matrice sera appelé spectre de cette matrice. On peut constater de manière immédiate que lambda est valeur propre de M si et seulement si la matrice M moins lambda I n'est pas inversible, puisque l'équation mx égale lambda x équivaut à l'équation M moins lambda I fois x égale 0, et que vous savez que si A est une matrice carrée, l'équation AX égale 0 admet des solutions non nulles, si et seulement si la matrice A n'est pas inversible. Donc on retiendra ici que les valeurs propres d'une matrice carrée sont les réels lambda pour lesquels la matrice M moins lambda I n'est pas inversible. En particulier, on retiendra que 0 est valeur propre de M si et seulement si la matrice M elle-même n'est pas inversible. Le plus souvent, la recherche des valeurs propres ne sera pas quelque chose d'immédiat. En revanche, il y a quelques situations où les calculs seront relativement simples. Commençons tout d'abord par évoquer le cas des matrices carrées d'ordre 2. Donc si M est une matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients en ligne sont AB, CD, l'ensemble des valeurs propres de M, c'est l'ensemble des réels lambda pour lesquels A moins lambda facteur de D moins lambda moins BC est égal à 0. Et pour bien se souvenir de ce résultat, on se souviendra essentiellement de la raison de ce résultat, puisque vous savez que lambda est valeur propre de M si et seulement si la matrice M moins lambda I n'est pas inversible. Mais la matrice M moins lambda I est égale en ligne à A moins lambda B, C, D moins lambda. Et vous savez qu'une matrice carrée d'ordre 2 n'est pas inversible si et seulement si son déterminant est nul. Or, le déterminant de M moins lambda I est exactement égal à A moins lambda facteur de D moins lambda moins BC. Ce qui veut dire qu'en pratique, chercher les valeurs propres d'une matrice carrée d'ordre 2 sera relativement simple, puisque l'équation A moins lambda facteur de D moins lambda moins BC égale 0 est en fait une équation du second degré. Maintenant qu'on a parlé de valeurs propres, parlons de vecteurs propres. On considère pour cela une matrice M carrée d'ordre n et une matrice X appartenant à Mn1 de R. On dit que X est un vecteur propre de M si d'une part X n'est pas nul et d'autre part s'il existe un réel lambda tel que Mx égale lambda X. Donc on le voit bien, en fait valeurs propres et vecteurs propres sont très liés par le fait que chercher les valeurs propres et les vecteurs propres reviendra à résoudre l'équation mx égale lambda x. Lorsqu'il y a des solutions non nulles, les solutions non nulles sont les vecteurs propres de M, et les valeurs de lambda pour lesquelles il y a des solutions non nulles seront les valeurs propres.
Dans ce cas, lambda est valeur propre de M et on dira que X est un vecteur propre de M associé à lambda. J'insiste sur le 1 puisque, comme toujours dans le cas d'équation linéaire, vous savez que s'il y a une solution non nulle, il y en aura toujours une infinité. On peut se rendre compte que si on multiplie X par n'importe quel réel, alpha, alors alpha X est encore une solution de l'équation. Si M est une matrice carrée d'ordre n et si lambda est une valeur propre de M, l'ensemble des solutions de l'équation mx égale lambda x est appelé sous-espace propre de M associé à la valeur propre lambda. Donc par définition, puisque lambda est valeur propre, l'ensemble E lambda M n'est pas réduit au vecteur nul, il contient au moins un vecteur non nul. Et plus précisément, l'ensemble lambda M, le sous-espace propre de M associé à la valeur propre lambda, contient tous les vecteurs propres. Mais attention, ça n'est pas l'ensemble des vecteurs propres, en cela que l'ensemble lambda M contient le vecteur nul, qui, je le rappelle, n'est pas un vecteur propre. On peut remarquer de manière immédiate que le sous-espace propre de M associé à leur propre lambda est aussi l'ensemble des vecteurs x de Mn1 de R pour lesquels M moins lambda ix est égal à 0. C'est-à-dire si on assimile la matrice M à l'endomorphisme de Mn1 de R défini par x donne Mx, E lambda de M, le sous-espace propre associé à leur propre lambda, est le noyau de M moins lambda i. Et par conséquent, c'est un sous-espace vectoriel de Mn1 de R. Avant d'étudier quelques exemples, continuons sur quelques propriétés fondamentales des sous-espaces propres. Donc considérons pour cela une matrice M appartenant à Mn de R et lambda une valeur propre de M. D'une part, puisqu'on a vu que le sous-espace propre associé à leur propre lambda n'était autre que le noyau de M moins lambda i, les sous-espaces propres sont des sous-espaces vectoriels de Mn1 de R. En particulier, je le rappelle, vous vous souviendrez qu'ils contiennent tous le vecteur nul. Et d'autre part, en conséquence du théorème du rang, appliqué à l'application qui a x associe mx, qui est un endomorphisme de Mn1 de R, la dimension du sous-espace propre de M associé à leur propre lambda est égale à n moins le rang de M moins lambda i. Enfin, dernière propriété fondamentale, la concaténation de familles libres de sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes est une famille libre. Donc voilà, on a fait le tour des notions fondamentales à connaître sur les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice carrée, et je vous propose maintenant de mettre tout ça en application au travers d'un exemple détaillé. Donc pour cela, on considère la matrice A de M3 de R définie ainsi, et on va dans cet exercice s'intéresser à la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres de la matrice A. Donc tout d'abord, on nous propose un vecteur et on va vérifier que c'est un vecteur propre, déterminer la valeur propre associée. Ensuite, on cherchera la dimension du sous-espace propre associé. Et ensuite, on travaillera avec une autre valeur propre. On reviendra sur les questions plus tard. Donc tout d'abord, vérifier que x1 est un vecteur propre de A. Donc compte tenu de la définition, je le rappelle, x1 est un vecteur propre de A si d'une part x1 n'est pas nul, et si d'autre part ax1 est de la forme alpha fois x1. Donc on commence par préciser que le vecteur n'est effectivement pas le vecteur nul, puisque ses composantes sont non nulles, et ensuite on calcule a fois x1. Donc a fois x1 qui est égal à 1, 1, moins 1, autrement dit, ax1 est égal à x1, donc à 1 fois x1, ce qui nous permet d'affirmer que x1 est effectivement un vecteur propre de A, associé à la valeur propre 1. Donc on cherche ensuite à connaître la dimension de E1 de A. Alors évidemment, puisque c'est un sous-espace vectoriel de Mn1 de R, pour chercher la dimension, on pourrait résoudre l'équation ax égale x pour trouver concrètement le sous-espace propre et en trouver une base. La dimension sera alors égale au nombre de vecteurs dans une base. Mais je le rappelle, on a vu que pour trouver la dimension d'un sous-espace propre, on pouvait utiliser le théorème du rang, puisque le sous-espace propre associé à leur propre 1 est aussi le noyau de A-i. Or, la dimension du noyau de A-i est égale à 3 moins le rang de A-i, d'après le théorème du rang, puisque M31 de R est de dimension finie égale à 3. Donc il s'agit maintenant de chercher le rang de A-i. Or, A-i après calcul est égal à la matrice qui suit. On constate que Je rappelle maintenant que le rang d'une matrice est égal au nombre maximal de vecteurs formant une famille libre. Donc on pourrait étudier la liberté de la famille des vecteurs colonnes, mais on sait plusieurs choses qui vont être utiles à remarquer. La première chose, c'est que on a vu que 1 était valeur propre, donc on sait déjà que A-i n'est pas inversible. Par conséquent, puisque A-i n'est pas inversible, elle ne peut pas être de rang 3, elle est donc de rang au maximum égal à 2. Or, si on regarde les deux premières colonnes, on peut constater que les deux premières colonnes ne sont pas collinéaires, donc elles forment une famille libre, ce qui permet d'affirmer également que le rang est supérieur ou égal à 2, et donc par conséquent, le rang de la matrice A-i est égal à 2,
Ce qui nous permet d'affirmer que le sous-espace propre de A associé à leur propre 1 est de dimension 1. Donc je rappelle, pour déterminer la dimension d'un sous-espace propre, plusieurs options seront envisageables. Ou bien on commence par chercher le sous-espace propre en résolvant l'équation AX égale lambda X. Et une fois résolu l'équation, on trouve une base du sous-espace propre, ce qui nous permet d'avoir la dimension en comptant le nombre de vecteurs dans la base. Ou bien, si on peut trouver le rang de A moins lambda I facilement, on cherche le rang de A moins lambda I et on applique le théorème du rang. On nous demande ensuite de démontrer que moins 1 est valeur propre de A. Je rappelle une des propriétés fondamentales qu'on a vues précédemment, c'est que lambda est valeur propre de A si et seulement si A moins lambda I n'est pas inversible. Donc ça veut dire dans le cas de moins 1 est valeur propre de A si et seulement si A plus I n'est pas inversible. Or, la matrice A plus I est égale à la matrice que voici, et on constate de manière immédiate qu'elle a une colonne nulle. Donc, cette matrice n'est effectivement pas inversible, ce qui permet d'affirmer que moins 1 est valeur propre de A. Alors, au passage, c'est pas demandé, mais on pourrait aller plus loin, en remarquant que la dernière colonne est nulle, donc le rang est au maximum égal à 2, mais que les deux premières colonnes sont égales et non nulles. Donc, au final, le rang de la matrice A plus I est égal à 1, ce qui garantit par le théorème du rang que la dimension du sous-espace propre associé à leur propre moins 1 est égale à 2. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est pas la dimension, puisqu'on nous demande de trouver une base du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1. Donc pour cela, on va résoudre l'équation A plus IX égale 0. Alors je vous passe les détails, mais pour résoudre l'équation, ici, on a directement, grâce au calcul de la matrice A plus I précédent, que A plus IX égale 0 équivaut à X plus Y égale à 0, ce qui équivaut à Y égale moins X. Et donc par conséquent, grand X est de la forme X fois 1 moins 1, 0, plus Z fois 0, 0, 1. Ce qui nous permet d'affirmer que le sous-espace propre associé à leur propre moins 1 est le sous-espace engendré par les vecteurs 1, moins 1, 0 et 0, 0, 1. Donc à ce stade, on a une famille génératrice de EA de moins 1, du sous-espace propre associé à leur propre moins 1. Pour avoir une base, il nous suffit de préciser maintenant que cette famille est libre. Or, elle ne contient que deux vecteurs, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Puisque ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, la famille est nécessairement libre. Attention, je rappelle, quand une famille contient au moins 3 vecteurs, la non-collinéarité des vecteurs 2 à 2 n'est pas une marque de liberté. En revanche, quand on a une famille de 2 vecteurs, elle sera libre si et seulement si les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc finalement, la famille est libre et génératrice de E-1 de A, donc elle en forme une base. On nous demande ensuite de justifier que la famille X1, X2, X3 est une base de M31 de R. Je rappelle une des propriétés fondamentales qu'on a vues au début sur les sous-espaces propres, c'est que la concaténation de familles libres de sous-espaces propres associés à leurs propres distincts est toujours une famille libre. Or, la famille X1 est libre puisque c'est un vecteur non nul et c'est un vecteur propre associé à leur propre 1. La famille X2, X3 est libre puisque on a vu que c'était une base du sous-espace propre associé à leur propre moins 1. Ce sont des familles libres associées à des valeurs propres distinctes, donc la concaténation de ces familles est une famille libre. Et enfin, on sait que la famille B contient 3 vecteurs de M31 de R. On sait également que M31 de R est un espace vectoriel de dimension 3. Ce qui nous permet d'affirmer maintenant que la famille B est une base de M31 de R. Je rappelle que d'une manière générale, quand on a trouvé des bases des différents sous-espaces propres, la concaténation de ces bases est toujours une famille libre. Attention, ce ne sera pas toujours une base de Mn1 de R, parce que rien n'assure a priori que la concaténation des bases des différents sous-espaces propres contienne suffisamment de vecteurs pour être une base. On nous demande maintenant quelle est la matrice de F dans la base B, donc je rappelle que F était l'application qui AX associe AX. Pour avoir la matrice de F dans la base X1, X2, X3, il s'agit donc dans un premier temps de calculer F de X1, F de X2, F de X3 en fonction de X1, X2, X3. Or, on a vu que X1, X2, X3 étaient des vecteurs propres de A, respectivement associés à 1, moins 1 et moins 1. Donc F de X1 est égal à X1, F de X2 est égal à moins X2, F de X3 est égal à moins X3. Et il en découle que la matrice de F est la matrice diagonale, dont les coefficients diagonaux sont 1, moins 1 et moins 1, puisque, je le rappelle, la première colonne de la matrice est obtenue en écrivant les coordonnées de F de X1 dans la base X1, X2, X3. Donc, puisque F de X1 est égal à X1, les coordonnées sont 1, 0, 0. La deuxième colonne est obtenue en écrivant les coordonnées de F de X2 dans la base X1, X2, X3. Or, F de X2 égale moins X2, donc les coordonnées sont 0, moins 1 et 0. Et pareil pour la dernière colonne.
On nous demande maintenant de justifier l'existence d'une matrice P inversible telle que P-1AP soit diagonale. Pour cela, on rappelle que les matrices A et D représentent F dans deux bases de M3, 1, 2R. La matrice D représente F dans la base X1, X2, X3, tandis que la matrice A représente F dans la base canonique. Donc, elles sont semblables. Et puisqu'elles sont semblables, il existe une matrice inversible P telle que D égale P-1 AP. Or, la matrice D était une matrice diagonale. Donc, ça veut dire que la matrice P-1 AP est une matrice diagonale. Alors, on pourrait poursuivre cet exercice pour voir dans quelle mesure cette écriture de la matrice A nous permet de simplifier les calculs, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui était de présenter la notion de valeur propre, de vecteur propre et les principales méthodes de calcul, méthodes de raisonnement autour de ces notions. J'espère que le cours et l'exemple proposé vous auront été utiles. Je vous invite à bien le reprendre et je vous invite à approfondir vos connaissances, notamment si vous le souhaitez, en allant sur mon site stéphanepretzey.com où vous trouverez des fiches de cours détaillées avec des exemples, des exercices corrigés détaillés. J'espère que cette séance vous aura été utile et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.